Ça y est, 2025 est enfin arrivé. D'ailleurs, 25, c'est le quart d'une vie. Mais nous, sur Entrepods, on ne coupe jamais la poire en deux, non. Alors, plus encore cette année, on va mettre les bouchées doubles. La bonne résolution Ouais, non, c'est de se mettre devant un micro et bien fort réciter cette phrase magique que vous connaissez certainement. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepods, le premier de 2025. Ça y est, la nouvelle année est passée. Je vous souhaite une excellente année, tous mes vœux de bonheur, de santé, bref, que de la réussite. Et pour bien commencer cette année 2025, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir quelqu'un dont j'apprécie énormément le contenu. Nous avons avec nous aujourd'hui Faya. Bonjour Faya. Bonjour. Comment ça va ? Bah tranquille, hein. C'était un peu la nouvelle année, c'était un peu compliqué. Il y avait pas mal de fêtes, pas mal de choses à faire, mais Le foie a tenu, ça va ? oh ça va. Ok, bon, parfait. Bon, Faya, pour nos éditeurs et nos auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Mais bien sûr, donc moi c'est Faya. Je suis avant tout un fan de pop culture. J'adore la pop culture. J'ai commencé très tôt avec Pokémon. Et puis du coup j'avais lancé un petit podcast qui s'appelait Patio, donc ça a duré deux saisons, on peut dire ça, enfin une grosse saison, où j'avais interviewé quelques personnes pour leur demander ce qu'ils pensaient de quelques œuvres, etc. C'était basé pas seulement sur le manga, mais plus sur d'autres supports. On avait les animés aussi, on avait les jeux vidéo, etc. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très renseigné sur la BD, tout simplement parce que j'adore ça, et que ça m'arrive d'aller à quelques petits festivals, en fait, que celui d'Angoulême, mais voilà, j'aime Ok. beaucoup. Super, mais c'est vrai que ouais, tu touches à tout, parce que tu as fait donc autant du jeu vidéo avec Ace Attorney que de la pop culture en général avec Spider-Man, après d'excellents épisodes sur l'Atelier des Sorciers, par exemple, qu'on aime beaucoup ici. Alors, je pense que par rapport à vous, hein, ce que vous avez fait, Carnal et toi, sur l'émission, je pense surtout que moi, je suis peut-être pas aussi spécialisé dans le manga. Je pense que je connais peut-être moins de titres que vous. Je suis moins spécifique peut-être, mais voilà, je reste quand même majoritairement shonen, même Ouais. si j'adore évidemment les seinen. Voilà, j'essaye de me renseigner, mais je suis plus porté sur les différents genres et différentes plateformes, plutôt. D'accord, je vois. Et justement, durant ces fêtes, que j'espère ont été bonnes pour toi, est-ce que tu as eu ta petite lecture de Noël, ta petite lecture de fin d'année ? Alors ma petite lecture, depuis l'été, je lis un peu du Amélie Nothomb, par exemple. Bon, ça n'a Oh rien à oui. voir. Voilà, mais qui est très cool, et surtout, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam, qui se passe un peu au Japon. Et ce qui est bien, c'est que c'est des livres assez courts, c'est assez sympa. Voilà, on se lance pas dans du Tolkien à 1000 pages, quoi. Mais Totalement. pour le manga, en ce moment, en fait, je me fais un kiff depuis ce début d'année. Je me lis Dragon Ball. Oh, ok. Et je suis un énorme fan de Toriyama, Mhm. malheureusement qui est décédé cette année. Mhm. Mais en fait, je suis surtout fan de Dragon Ball, le manga original, pas des suites ou quoi, parce que j'adore cette façon d'aborder aussi le découpage des cases. J'en reparlerai aussi dans l'émission, comment il crée de l'enjeu aussi un petit peu. Mhm. Et puis voilà, ça c'est vraiment ma lecture doudou en ce moment. Sinon, je suis un peu les lectures, enfin ce qui sort en ce moment, parce qu'il y a l'édition de Slam Dunk, une nouvelle Et édition oui, de Slam Dunk qui est sortie. la perfecte Donc qui est magnifique. voilà, donc on continue. En regardant Entre Pods, vous m'avez fait découvrir aussi euh, comment ça se dit déjà, c'est ce Summer Hikaru Died. Summer Hikaru Died, bien sûr. Ouais, Excellent. qui est très cool. Euh, C'est très bien, puis très très content, c'est trop cool. T'en penses puis quoi du coup ? voilà. Alors c'est assez déroutant.
Ouais. Surtout que les éléments d'intrigue, comme moi je suis quelqu'un qui suis beaucoup attaché à l'histoire, il y a des éléments d'intrigue qui arrivent, là, très Mmh. récemment dans le tome 3-4 mais c'est quand même, je trouve que c'est hyper intéressant, sachant que, comme vous l'aviez dit dans le podcast, c'est plus intéressant de savoir vraiment l'histoire qui est derrière plutôt qui est vraiment, enfin c'est cet être en fait Oui. étrange. Donc je me suis beaucoup attaché et c'est vraiment hyper intéressant comme manga, je pense que je vais continuer. Ah bah, merveilleux. Mais c'est vrai que l'ambiance, à nouveau, bon, on va se répéter, mais c'est vrai que pour, parler de ce manga, l'ambiance est phénoménale et Mmh. comme tu le dis, les personnages portent ce manga et c'est compliqué de classer un peu, bah, où se situerait éditorialement, parlant ce manga, parce qu'au final, il aborde un peu tous les genres, que ce soit Mmh. l'aventure, le frisson, psychologie et cetera. Enfin, bon, ravi si ça t'a plu. Bah, c'est très cool. Merveilleux. Et alors, pour comme bien commencer l'année, hein, comme on dirait, j'ai envie de te proposer un format qu'on a découvert durant la deuxième moitié de 2024, celui des marronniers. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un marronnier, Fabien? Alors, bah, je me suis renseigné un petit peu évidemment. Il est bon, il est bon. Non, mais je me suis renseigné, alors les marronniers d'ailleurs c'était toi qui m'avais expliqué aussi, en filigrane que c'était prendre, des fêtes aussi, des faits, Mmh. qui arrivent un petit peu, ce mois-ci et puis de d'utiliser ces faits-là pour parler de manga et parler, d'un thème en particulier qui a trait, au manga dont on avait envie de parler, enfin, les marronniers aussi, j'ai vu que c'était par rapport au côté, journalistique du terme, hein. Exactement, ouais. Marronnier, voilà, c'est marronnier, c'est, la petite rubrique, qui parle des fêtes et des actualités, mais voilà, ça reste sympa, c'est un moment feel good, assez chill. Exactement. Bah, du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que, tous les 2 on devienne, enfin messieurs météo, qu'on annonce, les nouvelles, fêtes de ce mois de janvier et Ouais. pour les besoins de l'émission, je t'avais demandé de choisir, 2 fêtes qui te tenaient Mmh. à cœur, 2 fêtes qui, selon toi, étaient, intéressantes et peut-être le relier avec un manga qui te ferait plaisir. Alors, Mmh. bah, justement, commençons, dans le cœur du sujet, lançons les lions dans l'arène. Est-ce que tu as une fête qui te fait, plaisir, dont tu voudrais nous parler? Tout simplement, moi j'avais pensé à une première fête qui est, dont j'avais jamais entendu parler, hein, pour être honnête, heu, en OK. fait, les journées internationales, on se dit enfin, c'est plus du fait divers, on peut se dire ça comme ça. Quand on est quelqu'un de lambda, on se dit: «Ah tiens, il y a un jour international je sais pas, de la transidentité», tu te dis: «Ah bah cool, OK». Mmh. Tu la journée nationale de quelque chose, tu dis: «Bon bah voilà, c'est sympa», mais on tient pas, mais alors que c'est vraiment important, il y a quand même des organisations Mmh. qui, décident de, faire une journée pour ça, quoi. Et donc j'avais Totalement. pris quelque chose qui était assez marrant, qui était la journée internationale du merci. Voilà. OK. Dire merci, remercier, la gratitude en général, c'est quelque chose aussi qui peut faire écho à la politesse. Mmh mh. Mmh. On a, des éléments, de langage qui sont utilisés pour, exprimer la gratitude et certains peuvent se dire que ça se perd, mais pas forcément, on sait pas. C'était mieux avant, c'était mieux avant. Mais voilà, en tout cas, la gratitude dans le manga, comme je l'ai vu justement, il y a je pense qu'il y a 2 il y a 2 tendances dans le manga qui Mmh mh. se découpent assez clairement. On a le merci qui est très hiérarchique. On a le merci, par exemple, dans, My Hero Academia, qui est, le merci, c'est, Deku qui, remercie son maître à chaque Oui. fois ou qui remercie les profs quand ils font quelque chose. Mmh. Heu, Plus le merci de voilà, c'est pour être un peu poli, en même temps pour, en quelque sorte valider un arc. Oui, Je sais pas pour toi? c'est pour donner de la légitimité à un personnage.
Voilà, exactement. Pour celles et ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas My Hero Academia, est-ce que tu pourrais le présenter en quelques mots? Ah oui, c'est un manga qui est sorti initialement dans le Shonen Jump, donc qui est un manga qui retrace Deku, donc Midoriya, qui est un jeune homme qui souhaite devenir super-héros. Mmh. Malheureusement, il a une malformation, on peut dire, Oui, oui, qu'il c'est vrai. oui, c'est ça, Oui, littéralement, oui, oui, c'est oui. euh, qui l'empêche de vraiment pleinement concrétiser ses rêves. Et il rencontre donc All Might, qui est un super-héros qui a des muscles et qui a de la puissance, voilà. Captain America, mais au Japon, au final. Voilà, c'est ça, qui est un mélange entre Superman, enfin tout ce que vous voulez. Et donc le but, le postulat, hein, comme c'est écrit dans le titre, c'est de rejoindre une académie de héros. Mmh. Et donc il va rencontrer, il va être dans une classe de héros, d'élèves qui Mmh. vont donc forger sa personnalité aussi. Il va faire des épreuves. Ça, ils aiment bien les épreuves dans dans le manga. Beaucoup d'épreuves. Et voilà, c'est un très bon manga. Et c'est un peu aussi, en étant plus succinct, ce qu'on retrouve aussi dans Hajime no Ippo, qui est un autre, Mmh. qui est un manga de boxe. Ouais. C'est, en fait, le héros, c'est surtout chez les héros polis ou chez les personnages polis, c'est, Hippo, littéralement, qui est un boxeur élève qui arrive Mmh. dans le club. Et il remercie énormément ses compères, il remercie beaucoup ce qui va devenir ses amis. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus hiérarchique. Surtout que dans My Hero Academia, ça se défend puisque là, on a des héros qui sont... Il y a un classement des Oui. héros. On a des héros qui sont un peu plus forts que d'autres Mmh. selon les gens. Et donc c'est pour ça que, euh, que ça se joue à ce niveau-là. Donc en fait, si je comprends bien, tu verrais dans un premier temps le merci comme une validation sociale, en fait? Ouais, voilà, exactement. Bah, Mmh. alors, c'est vraiment le merci. On pourrait dire si on pourrait dire que ça serait pas très sincère, comme merci, Ouais. mais au fond, c'est quand même c'est pour dire que le héros a une telle personnalité et que surtout, il finit son arc d'entraînement aussi, Mmh. parce que le merci intervient jamais, en plein arc quand il se fait taper dessus, pour apprendre comment, se déplacer. C'est vrai qu'il dit pas merci aux méchants quand il se fait tabasser. Non, C'est mais pendant l'arc d'entraînement, ouais, c'est vrai, c'est voilà. vrai. En gros, souvent, voilà, dans ce genre de shonen manga, même un peu Kimetsu no Yaiba, hein, donc Mmh. Demon Slayer, on a un petit peu ce «Ah merci beaucoup», vraiment le temps de remercier qui est très important et c'est pour ça qu'on a une journée internationale du merci, par ailleurs. Et parce que je te vois citer, My Hero Academia, Demon Slayer. Bon, Hajime no Ippo, c'est peut-être, plus ancien, voire beaucoup plus ancien. Désolé Mmh. pour, les auditeurs les plus anciens qui nous écoutent. Mais, est-ce que selon toi, ce remerciement, hiérarchique, si on peut dire, c'est, lié aux nouveaux mangas, aux nouvelles séries qui apparaissent dans le Jump? Ou c'est quelque chose qu'on avait déjà à l'époque, on va dire durant le Big Three ou, avec, des mangas, années 2010, C'est une question intéressante, hein, c'est bien que tu la soulèves. Alors il y a des mangas, je pense qu'il y a des mangas qui sont dans le Shonen Jump où, il y a pas du tout cet aspect-là. En Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen va vraiment les tops du panier, en ces derniers temps. Surtout que Jujutsu Kaisen s'est terminé en plus récemment, comme My Hero d'ailleurs. My Hero aussi s'est terminé. Heu voilà, là on n'a pas l'aspect du merci, c'est les personnages, on a aussi cette tendance à ce que les personnages sont, un peu plus, dramatiques, mmh, dans le sens où, ils s'en foutent de la hiérarchie en fait. mmh, Les éléments, les mangas où on va le voir le plus, cet aspect-là du merci, c'est, des mangas où, on a, cet aspect, où le héros respecte énormément, ses maîtres, voilà, ou même Sangoku, hein, dans Dragon Ball, il dit «thank you», donc «thank you» en japonais, mais au final, enfin, on a l'impression que c'est lui, il s'en fout un petit peu aussi, quoi. Enfin, il est vraiment il est en mode: «Ah OK, merci», mais il mmh, y a pas grand chose derrière. Et puis après, on peut retrouver aussi à l'inverse, il y a très longtemps aussi, on peut retrouver des personnages
En Danzig, qui s'en foutent un petit peu, comme Mmh. dans Ashita no Joe, hein, très culte, Oui. où Joe, voilà, il y a une sorte de relation avec Donpei, donc l'entraîneur, qui est assez difficile au début, mais il devient une sorte de père un peu chelou, enfin on sait pas trop comment c'est, et puis, alors que, est-ce qu'il lui dit merci pour autant? Non, la Mmh. gratitude peut s'exprimer de différentes façons, et surtout, je trouve qu'il y a des mangas, même s'ils sont vieux ou même si ils sont récents, Mmh. n'abordent pas forcément un héros ou des personnages qui sont très polis ou très tendres envers la hiérarchie. Au contraire, OK. on pense que le Japon euh, est très poli justement dans le monde du salaryman, etc. Ouais. Le Japon est très très poli avec ses aînés, hein. C'est pour ça que, bon là je radote, mais c'est pour ça Non, que on parle de senpai, oui. par exemple, où là, on veut vraiment aussi, pas seulement hiérarchiser les figures d'autorité dans le monde éducatif ou du travail, on veut aussi hiérarchiser les gens entre eux. Mmh. Mais alors que le manga, même si on peut se dire que c'est un reflet de la société japonaise, il y a quand même énormément de mangas qui sont assez, qui sont à contre-courant Mmh. par rapport à ça. Et donc tu voulais aussi nous parler d'une autre vision du merci, c'est ça? Ouais, d'une autre vision du merci, qui est cette fois plus narrative, qui est cette fois, bon je l'avais un peu évoqué avant, qui est, donc la fin d'un arc en fait, la fin Mmh. d'un arc de personnage. Hem, qui est pour montrer véritablement que le personnage a appris, Mmh. et il a changé son regard sur un autre personnage, sur une situation. Il a développé, peut-être que le mangaka, ça lui a permis de développer un thème. Mmh. Et pour ça, moi, j'avais pensé, par exemple, à l'atelier des sorciers, comme on l'avait Bien sûr, bien mentionné, sûr. comme on l'avait mentionné avant d'enregistrer l'émission. Donc, l'atelier des sorciers, qui est un manga pour moi qui est coup de cœur, hein, Bien sûr. qui est vraiment que j'ai adoré, que j'adore toujours, hein, qui est en cours avec 13 tomes, qui est signé Kamome Shirahama, disponible, si je ne dis pas de bêtises, chez Pika Édition. Exactement, ouais. Et donc c'est un... Bon, je pense que il me semble que vous l'aviez déjà présenté auparavant, mais c'est un manga où on retrouve Coco, qui est une petite sorcière, et qui est une apprentie dans, dans le monde de la magie, qui découvre son maître, euh, et elle apprend tant bien que mal. Et on a le personnage de Agathe, Mmh. euh, Ouais. qui, au final... Alors, peut-être il y a une alerte spoiler à faire, parce que Je je ferai ça au montage. on se Vas-y, débrouillera. sens-toi libre, sens-toi libre. Hey, salut à tous, ça fait longtemps, c'est Maxime du futur qui vous parle. Je suis en plein montage et donc si vous souhaitez ne pas être spoilé, je vous invite à aller à 19 minutes 30 du coup, sinon 22h30 si vous ne voulez aucune analyse de l'atelier des sorciers. Voilà, je vous dérange pas plus, très bon visionnage. En tout cas, très bonne écoute. Il y a un moment dans le tome 10 où Agathe, en fait, elle remercie Coco, et en fait, elle lui dit tout simplement merci beaucoup, j'avais pas vu la vérité par rapport à toi, je n'avais pas entièrement compris, donc merci, je te remercie vraiment Hmm, de ce que tu as fait. hmm, Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a marqué, dans un sens où c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude à ce que un personnage remercie un autre, tout simplement parce qu'il a accompli sa progression, en fait. Hem, voilà, c'était Agathe, qui est vraiment un personnage, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un personnage qui est très peu tendre très avec sombre au Coco. final. Ah oui, c'est ce qui se révèle assez sombre, parce que au final on apprend que bon, elle a des mommy daddy issues, family issues. Hem, mais c'est un personnage qui est assez sombre, et puis après, qui est assez violente même, des fois avec, Coco. Et puis là, ce moment où on se dit: «Ah merci, tu es mon ami», c'est quelque chose qui est assez fort émotionnellement, et qui, niveau narrativement, qui peut être assez fort. Voilà. C'était à peu près ce que j'ai expliqué, enfin ce que je pense moi sur cette évolution narrative.
c'est très drôle que tu en parles parce que pour vous donner un peu les insides de la préparation d'un épisode pour les marronniers, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, choisis les jours qui t'intéressent, mais on découvre ensemble quel manga tu as choisi et on en discute tous ensemble. Et Hmm. le hasard fait bien les choses puisque tu parles de ce genre de remerciements auquel j'avais pas forcément pensé. C'est-à-dire, comme tu le dis, la fin d'un arc scénaristique, comme quoi le merci fait avancer les choses plus que le conflit, comme on aurait pu le voir dans d'anciens épisodes. Et hier soir, euh, je lisais The Bugle Call, qui est publié chez Kiyun, qui est en 4 tomes. Et le personnage de Zoé, on pourrait dire qu'il a un personnage à l'opposé même du comportement, du caractère d'Agathe. J'ai dit Zoé, pardon, c'est Agathe. Mais justement, le personnage... prénom. Voilà, c'est... Non, mais c'est parfait. Non, mais effectivement, je me suis auto-cramé, mais je voulais parler du personnage de Zoé dans The Bugle Call, et qui, à l'inverse de Agathe, est une enfant. Pour vous expliquer un peu toute la tournure du manga, on évolue dans un univers dark fantasy, un peu à la Berserk, un univers assez sombre, où se trouvent on va dire des élus qui possèdent des branches sur leur tête. C'est pour ça qu'on les appelle des branchus. On suit l'histoire du personnage principal qui veut devenir un ménestrel, c'est-à-dire qui joue du clairon, et son pouvoir, c'est de gérer des troupes entières au son de son clairon. Et parmi son équipe d'élite se trouve Zoé qui possède une force destructrice, mais pour un enfant de 9 ans. Et il y a toute une histoire parallèle avec elle, sachant que elle a le physique d'une jeune femme de 27 ans, mais a la mentalité d'une enfant de 9 ans. On découvrira pourquoi tout au long du manga. Mais de la même manière que Agathe, parce qu'elle a évolué avec des gens qui l'ont fait sortir de son moule social, et bien, de la même façon, avec Zoé, on a une enfant de 9 ans qui va pas le dire clairement, ce merci, mais parce qu'elle a évolué, parce qu'elle a terminé un arc narratif, va tenir la main du héros et va lui dire merci à la manière d'un enfant de 9 ans. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a une certaine poésie dans cette manière d'illustrer un merci sincère, en fait. Ah, je ne connaissais pas le manga, mais ça donne envie parce que le, voilà, le merci, il peut être non sincère, il peut être sincère, mais dans tous les cas, il faut que ça soit, c'est quand même un bon moyen, je veux dire narrativement, de faire en sorte que le héros ou l'héroïne, puisque c'est pas forcément un héros, on comprenne qu'il a compris la leçon, il peut passer à autre chose. Il a terminé un arc, tout simplement. Et lui-même, ça lui permet de se décloisonner de son propre univers où peut-être il est tout seul. Le merci permet de se confronter à autrui, en fait, et de comprendre qu'il n'est pas juste le héros ou l'héroïne et un monde gravite autour. Non, les autres influencent aussi son comportement et le font évoluer. Bah oui, tout à fait. Mais c'est pour faire en sorte aussi que le personnage ne soit pas totalement plat et que il soit pas, il fasse pas comme ça, comme un encéphalogramme, je sais pas comment on dit, Oui, non, mais ouais. voilà, qui soit pas comme ça, mais plutôt que on se dise ah, il est plus du tout le même qu'avant. En fait, on n'a pas l'impression de le reconnaître, tout en étant cohérent avec son développement à la base. C'est pour ça que je défendrai toujours Corps et Homme Re:Zero qui aborde ce sujet à merveille, mais ce sera pour un autre épisode. Gros fan hein, Ah ouais, malheureusement. de la licence. Mais il faut que tout le monde se jette sur cet animé, ce manga, ce light novel, bref. Alors, l'épisode avance et pour ponctuer cet épisode avec quelques happenings, ou happening, comme diraient les anglo-saxons, Faya, est-ce que tu as une petite appétence pour les animés ?
Oui, Très bonne oui. réponse. C'est juste que ouais, dernièrement, j'étais un peu moins, j'étais plus jeux vidéo en fait. En ce Ah, moment, très bien. je me fais le nouveau Zelda. Je suis, je suis plus jeux vidéo, mais c'est pour ça que j'ai un peu délaissé les animés. Non, mais c'est Mais très bien. Si tu voilà. veux, on peut parler de Zelda. Le dernier, Ah, le ouais, dernier, Echoes non, of Wisdom. Echoes of Wisdom. Ouais. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Je l'ai pas fini Ouais. parce que je suis très lent, c'était les fêtes, tout ça. Mais c'est une superbe aventure dans le sens où, en plus, ça va connecter après ce que je vais dire Oh à là la là, deuxième journée. c'est Attention, merveilleux, c'est merveilleux. quand on parle d'un univers avec, en fait, c'est ça, ils arrivent toujours à surprendre. Il y a Hmm. toujours un nouveau gameplay. Là, ici, en fait, c'est un jeu où on joue cette fois-ci Zelda hein, pour couper l'herbe sous le pied à ceux qui font la blague. Ah oui, on joue Link, la princesse là. Legend Non, of bah du Link, coup, bien sûr. on joue Zelda qui a donc accompagné d'un petit bonhomme vert Hmm. qui lui permet d'avoir le pouvoir de copier les ennemis pour Ok, les replacer dans l'univers, copier des meubles, du mobilier, c'est génial. des tables Ikea, enfin voilà. Et pour s'en servir, et donc en fait, le nombre de possibilités est complètement est folle. Hmm. Notamment, on peut utiliser un oiseau pour planer, enfin ça c'est dans les trailers. Ok, Et c'est un jeu qui est sorti en fin d'année dernière. ouais. Et c'est hyper cool, franchement, je vous le conseille. Après, sinon, si tu veux qu'on revienne au sujet de l'animé, j'ai pas trop suivi. Alors, il y a le Hmm. Jump Festa. Alors ouais, effectivement, je voulais te poser des questions par rapport au Jump Festa. Donc c'est un grand festival qui permet d'annoncer les plus gros hits à venir enfin, des prochains animés à venir. Ouais. Est-ce que tu as remarqué des petites pépites Ah, moi, je suis j'ai très très hâte du film donc Crézé, Chainsaw Hmm, Man. oui. Parce qu'en fait, il y a un double enjeu. En même temps, je me dis, il faudra qu'ils adaptent correctement le matériau d'origine. Mhm. Surtout que, on va pas se le cacher, des fois Fujimoto, des fois il sort des climax comme ça de derrière son chapeau, Ouais. et c'est difficile à rattraper en tant qu'auteur, je pense, en tant que réalisateur. Ça peut être assez compliqué. Mais après, j'ai hâte parce qu'en fait, alors je pourrais pas vous le dire de tête parce que j'ai un trou de mémoire, mais le réal a changé parce qu'il y a eu D'accord. un immense problème en fait par rapport à une sortie de DVD au Japon où Ok. en fait Chainsaw Man c'est beaucoup moins bien vendu que attendu. Enfin l'adaptation de Mappa du studio Mappa, donc ceux qui ont adapté le manga Chainsaw Man. Et donc en fait c'est très très peu vendu parce qu'en fait aux Japonais, enfin certains Japonais, il faut le Mhm. savoir, ont décrié l'animé pour son côté trop cinématique et son côté aussi pas assez coloré, Ok. pas assez Oui. Oui. couleurs vives, Mhm. etc. Et bon, c'est un constat que je ne partage pas, mais après, bon, ça c'est autre chose. Mais donc le manga, enfin le DVD, c'est très mal vendu. Donc en fait, ils ont et surtout avec aussi, c'était assez coûteux de faire un ending par animateur et surtout par groupe de Mhm. chant quoi. Et du coup, ils ont changé le réalisateur. Donc, est-ce que là, ils vont adopter une approche plus colorée et moins cinématique? Ça, c'est ce qu'on va voir, mais en tout cas, j'ai hâte de le voir ça. C'est vraiment. Après, sinon, il y a l'adaptation en animé de l'Atelier des sorciers, mais ça, voilà, ça c'est autre chose. Bon. Et toi, Ouais. je me demande aussi ce que tu attendais là-dedans. Est-ce que tu as eu des surprises? Eh bien, écoute, alors je suis extrêmement content que tu me poses la question parce que ça va faire la transition avec ma journée de marronnier. Aujourd'hui, pour le Jump Festa, pardon, a été annoncé un animé que j'attendais depuis très longtemps, vu que je lis le manga depuis sa sortie en France. Ça raconte l'histoire d'un épicier qui a une femme et une fille qui est dans la trentaine. Bon, on découvrira qu'il est plus dans la fin de vingtaine que dans la trentaine avancée, mais bref, il a une vie paisible. Mm. Et il se fait attaquer par des groupes d'assassins qui apparemment auraient vu qu'il y avait une prime collée sur la tête de ce fameux épicier.
En fait, il s'avère que nous suivons l'histoire de Sakamoto dans l'anime Sakamoto Days, Ah oui, oui. qui est un manga de base de Yuto Suzuki. Et donc, en fait, cet épicier n'est pas comme les autres, puisqu'il s'agit de l'assassin légendaire qui a pris sa retraite désormais, puisque, comme vous l'avez compris, il a une femme et une fille, il s'est rangé. Et avec l'arrivée d'un jeune assassin qui peut lire dans les pensées, il va reprendre du service parce que il veut découvrir qui a mis cette prime sur sa tête. Apparemment, ce serait un mystérieux X, mais ça, on le découvrira par la suite. Et en fait, Sakamoto Days, c'est un animé incroyable, en fait. C'est un manga incroyable, et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec cette œuvre, en fait. Est-ce que tu l'avais déjà lu auparavant? Alors j'en ai déjà énormément entendu parler, évidemment, parce que ça avait fait le bruit, surtout à l'édition française du manga. Ils ont vraiment tout fait pour. Je sais plus quelle édition manga. C'était chez Glénat. Glénat. Ah oui, voilà, Glénat, oui, Ouais. quand même. Donc, première maison d'édition française Ouais. de manga. 40% de part de marché. Voilà, c'est ça. C'est la grosse maison d'édition, donc ils avaient fait une Ouais. énorme publicité. J'en avais entendu parler. Alors, je trouve ça c'est assez marrant parce que c'est quand même un manga qui suit un petit peu la mode de faire une famille, enfin une sorte d'entourage paisible. Et il y a des trucs de fou qui arrivent. Je pense notamment à Spy X Family, hein, Bien évidemment, sûr. où il y avait alors Tsukiya Endo, il me semble. Tetsuya Endo. Tetsuya Endo, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, chers auditeurs. Il te pardonne. Et voilà, ça suit une sorte de mode, mais en même temps, on est toujours curieux de savoir comment ça va aller, et surtout, je pense que je vais regarder l'animé. Je serai aussi curieux. Ravi d'entendre ça, puisque j'espère que devant Netflix, tu sortiras les popcorn, parce que effectivement, je voulais le relier à la journée du popcorn qui est en janvier. Waouh. La transition est. T'as écrit la transition, t'as fait, allez, c'est bon. Ah, elle est j'ai travaillée. d'être ça. Ça fait une semaine que je la prépare. Non, mais c'est vrai qu'en fait, Sakamoto Days, en fait, c'est une sorte d'hommage, pardon, pas du tout d'ouvrage. Hommage à. C'est elle même, presque. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est un hommage, je trouve, à tous ces films des années 90. Ces films popcorn. Je pense à Piège de cristal, à tous les nanars qui sortaient avec 007. Enfin, cette période où en fait c'était bourré d'action et où il y avait quand même un propos à la fin, mais qui était au service d'une narration explosive. Sakamoto Days, je trouve que c'est parfaitement le manga popcorn, dans le sens où c'est pas juste débile. C'est pas une œuvre. Il y a des œuvres que j'aime beaucoup, par exemple, où c'est un repos-cerveau. Je pensais notamment à Blue Lock que j'aime énormément, mais tu lis pas forcément ça pour avoir une attitude hyper réflexive, etc. Oui. C'est de l'action et on est très content. Oui, voilà, on suit quand il y a des buts, mais voilà, c'est ça. Est-ce que ça raconte une petite histoire avec Lego ou quoi? Mais Ouais. c'est sûr que ça va pas plus loin. Ça, c'est pas voilà, c'est Et- pas comme une série hyper longue avec un enjeu très fort aussi. Totalement. Et ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'est l'honnêteté, je crois, du scénariste de Blue Lock qui disait que oui, je fais des mangas popcorn, mais dans une des tranches d'un des volumes reliés. Je me rappelle plus lequel. Enfin bref. Mais dans Sakamoto Days, en fait, on a cette logique-là, mais je trouve avec un respect en fait de la mise en scène qui est assez incroyable. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans un des tout premiers épisodes d'Entre-Pods, donc ça oui. remonte. Si vous avez le courage d'écouter les tout premiers, je vous laisse le faire à vos risques et périls. Mais Oui, c'était super cool. Les épisodes. c'est très gentil, merci. Mais en tout cas, en fait, il y a un respect du visuel, du découpage. Et ce que j'aime énormément avec cet auteur, avec Yuto Suzuki, c'est qu'il rend hommage à ses assistants, qui font tout un travail d'arrière-plan. Et la mise en scène ne serait pas possible, on va dire,
sans la qualité des décors mis en place. Et je trouve que si vous aimez un peu un récit rythmé, où ça court tout le temps, où c'est explosif, vraiment, on s'ennuie jamais, bah, n'hésitez pas à y aller. Faya, n'hésite pas à y aller. Bah non, c'est cool parce que souvent, enfin, moi, je suis très attaché à la narration, comme je l'ai dit, et, euh, et c'est vrai que je suis souvent là à râler. Dernièrement, avec Dragon Ball Daima, je suis un peu là à Mhm. râler la cohérence, tout ça, c'est important. Bon, j'en parlerai plus tard peut-être, mais c'est bien aussi des fois d'avoir bah, après, des histoires cohérentes, mais aussi des histoires popcorn qui peuvent être cohérentes aussi. Oui, Je pense que c'est le cas aussi. Et bah voilà, en fait, moi, quand je pense à popcorn, littéralement, c'est Fujimoto. Alors, bien sûr. dans Chainsaw Man ou même dans Fire Punch, c'est très dur, il y a des enjeux très durs, des choses très dures, mais en fait, l'auteur, il prend tellement pas au sérieux, il se prend tellement pas au sérieux, et ses persos sont tellement des malades mentaux que, Oui, que forcément, et puis surtout, dans Chainsaw Man, le nombre de références Hmm. cinéma, tu te dis, en fait, tu relis ou tu regardes Fujimoto Hmm. forcément avec un paquet de popcorn entre les mains, quoi. Enfin, Totalement. c'est obligé. C'est obligé. Et c'est très drôle que tu parles de Fujimoto parce que au départ, j'avais hésité entre Sakamoto Days ou Fire Punch. Parce que selon moi, en fait, ce sont des auteurs cinéphiles. Euh, Mm. Fire Punch, un personnage entier est dédié à l'amour de Fujimoto au cinéma. Ah oui. J'ai plus son nom, mais c'est un personnage qui a regardé tous les films de, qui ont été faits jusqu'à l'époque de Fire Punch. Et de la même manière que un assassin dans Sakamoto Days est un réalisateur de cinéma, et on a tout un combat qui est thématisé autour du cinéma. Et je trouve que c'est ce genre d'œuvre euh, où il y a un profond respect bah, justement du 7e art. Je pense qu'on se rejoint tous les deux sur ça. Si un jour on a l'occasion de voir Fire Punch en animé, ce serait incroyable parce que ce serait un peu le pont entre à la fois le manga et le cinéma. Ouais, tout à fait. Mais c'est... Après, moi, j'ai pas envie de voler ton sujet forcément, parce que c'est toi Non, qui non, avais mais pris ce jour-là. Mais c'est Fujimoto, en fait, même ses mangas. Il y a Goodbye Eri. bien sûr. Goodbye Eri, qui est une pellicule, en fait. Mm. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un one-shot donc qui a été créé par Tatsuki Fujimoto, qui a pas encore été adapté en animé, parce Ouais. qu'il est très récent encore. Et en fait, c'est très singulier, mais en même temps, très fort parce qu'il arrive à raconter quelque chose, avec des flous et surtout un cadrage avec des cadres, qui sont, divisés en 4. Les planches, en fait, c'est 4 cases, D'accord. ou 3, ça peut varier, pour essayer d'apporter un petit peu de différence, mais c'est très cinématographique. On a l'impression que c'est une pellicule, en fait, qui attend d'être projetée. Ok. C Voilà, je trouve quand je pense à cinéma, je pense surtout à Tatsuki Fujimoto parce que Bien sûr. je trouve il a été biberonné dans ça et ça se Mm. voit, enfin, c'est Bah, à complètement fou. nouveau, c'est des mangas à référence, en fait, tout simplement. Mmh. Et alors, je sais, j'ai mal fait mes devoirs, mais je n'ai pas encore lu Adieu Eri. J'ai lu Look Back, mais Mmh. pas Adieu Eri. Quand tu parles de ces 4 cases, est-ce que c'est comparable au Yonkoma? Tu sais, ces gags manga en 4 Ah oui. cases, où c'est Mmh. une narration plus ou moins différente? On pourrait dire que c'est du Yonkoma. On pourrait dire ça. Simplement, en fait, le Yonkoma, c'est quand même des cases qui sont carrées, qui sont Hmm. vraiment égales. C'est du 4 x 4 cm. Voilà, Ouais, et en fait, le Yonkoma, c'est 4 cases et puis après, fin de l'histoire. Alors que là, c'est des cases qui sont plus étendues. d'accord. Donc là, en fait, il faut imaginer que c'est une case qui commence au début de la page et qui finit à toute fin. Donc vraiment, c'est des cases qui sont étendues, assez courtes en fait en hauteur, Mhm. et on a 4 cases comme ça, et on a ça pendant, allez, 10, 11 pages, et d'un coup, on a une page complète, comme ça. D'accord. Et ça, et c'est fort parce que ça permet de, de surligner, en fait, de mettre en emphase
le moment qui se passe actuellement. Mhm. Et aussi, c'est un bon moyen de pas rester trop fixé sur la routine avec 4 cases à chaque page aussi. D'accord, très bien. Ok, merveilleux. Voilà. Très bien. Eh bien, continuons sans s'arrêter. Si on a parlé du popcorn, est-ce que toi, tu as un autre jour dont tu voudrais nous parler? Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, moi, alors je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais la journée internationale du merci, c'était le 11. Ouais. Et bon, là, j'ai pris vraiment les jours côte à côte. J'ai pris le 14. J'ai pris vraiment la journée internationale de la logique. Voilà, Ok, de la logique. Alors, je vais un peu tricher parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a un manga qui est pas édité en France. vas-y. Donc, je vais un peu tricher. En fait, le seul tome que j'ai, c'est un tome que j'ai pris du Japon. Bon, Oh, là, vous le voyez pas, hein, mais en gros, c'est un tome que j'ai acheté au Japon. C'est Kaiji. Et je vais en venir assez rapidement. Kaiji, c'est un manga qui est assez important. Mais d'abord, pour faire une petite intro de la logique, on a un univers de fiction. Un manga, c'est un univers de fiction. hmm. Et la fiction se doit d'avoir des règles, en fait, d'avoir une cohérence. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait rapprocher la logique de la cohérence. Mhm. Parce que tout simplement, en fait, le mangaka, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des règles. Et ces règles doivent être respectées pour s'assurer euh, le, que le héros, il triomphe, mais sans trop tricher, quoi. Hmm. Qu'il triomphe en se disant ah bah il a respecté les règles, etc. Après il y a aussi plusieurs cas où les règles on peut rajouter des règles au fur et à mesure, comme ça on peut aussi enrichir son Hmm. histoire. Et j'ai pris Kaiji pour ça parce que déjà je voulais pas prendre Death Note parce que quand on pense Tu es mais c'est bon, vrai tu es parce que bon. quand on pense à la logique, on pense à Death Note, parce que Hmm. c'est ça en fait, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est Death Note, Takeshi Obata, alors attends, Tsugumi Oba, Takeshi Obata, Ouais. j'ai pas en tête, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Euh, exactement. donc c'est ça, on crée des règles. Alors le Death Note, ça permet, on peut tuer quelqu'un, mais uniquement, mais si on ne Il faut précise pas connaître son de, nom. Ouais. voilà, faut connaître son nom. Si on précise pas de raison, il peut mourir d'une maladie cardiaque. Enfin, il meurt d'une maladie cardiaque. Euh, Au bout d'un voilà, certain nombre de secondes, etc. voilà, etc. Et sachant qu'en plus, alors il y a les règles du Death Note, mais il y a aussi les règles de l'univers dans lequel ça se passe. Par Hmm, exemple, hmm, hmm. on est au Japon des années 2000, il y a des caméras partout, donc il faut faire attention aux caméras, etc. Voilà. Bon, je voulais pas parler de Death Note, mais aussi Non, mais c'est très drôle parce que en plus, enfin, et promis, on arrête d'en parler après. Mais tout à l'heure, j'ai failli en parler quand tu parlais de la Journée internationale du merci, parce que Hmm, c'est, je trouve, un des mangas qui s'inscrit dans une période début 2000 où le Japon est en pleine période de récession économique et oui. où justement le merci n'existe plus aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, c'est la survie qui entre en jeu. Et donc, on commence petit à petit à développer des comportements individualistes. Hmm. Et bref, le merci ne rentre plus dans l'équation. Pardon, excuse-moi de t'avoir Non, coupé. mais c'est pas grave, c'était intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est un ensemble de règles. Et on peut croire que c'est dans des mangas un petit peu aussi un petit peu forts avec des enjeux comme ça, mais pas du tout. Il y a des règles dans toutes les œuvres de fiction en vrai. Mm. C'est ce qui, enfin, dans les bonnes œuvres de fiction, c'est ce qui permet de se dire qu'on peut pas tout faire. C'est Ouais. pour ça qu'il y a un autre génie dans la matière qui est Akira Toriyama, vu que Mhm. voilà, j'avais parlé un peu de Dragon Ball au début, c'est pour ça que j'avais dit qu'on allait y revenir. Mais Akira Toriyama, en fait, sans le vouloir, je pense, il a créé un nombre incroyable de règles, pardon, de rêves aussi, Mhm. mais ça c'est autre chose, de règles pour limiter des pouvoirs qui seraient trop forts en fait. Mm. L'exemple le plus marquant évidemment c'est les Dragon Ball. Au début on se dit ouais mais attends c'est facile, en fait ils peuvent chaque année, enfin tout le temps en fait ils peuvent récupérer les Dragon Ball et puis après ça y est c'est fini, il n'y a plus aucune cohérence, Mm. il n'y a plus aucune logique, voilà on y revient. Alors que en fait, c'est justement bon, j'ai fait un lapsus parce que justement c'est Akira Toriyama qui rajoute cette règle de, en fait, les Dragon Ball, vous pouvez pas les récupérer, vous pouvez les récupérer qu'une fois par an.
Ah! Mmh. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé, enfin, on va pas les faire tout le temps en permanence Mmh. pour, s'il y a un ennemi un petit peu fort et cetera. Heu Puis après, je passe les détails parce que ça se trouve, il y en a, ça existe, il y en a qui, et puis je ne les blâme pas pour ça, hein, il y a aucun souci, mais qui ne connaissent pas, Dragon Ball, il y a aucun Mmh. problème. C'est juste que, à un moment donné, il y a un personnage qui meurt. Bon bah, c'est parti, on Ah ouais! va il y a un Ah non, je personnage mets qui meurt. spoiler là. Bon allez, c'est bon, je suis foutu. Non, Il y pardon, a ouais, il y a tu disais. non, il y a pas de souci. Il y a un personnage qui meurt et là, il se dit: «Bon, OK, on va le ressusciter» et puis après, il remeurt Mmh. et puis on se dit et puis après, t'as le dieu qui fait: «Non, mais on peut pas, c'est pas possible. On peut pas ressusciter quelqu'un qui est déjà mort». Mmh. Voilà, et c'est ça, c'est un ensemble de règles que l'auteur va créer pour, faire en sorte que son univers de fiction est pas trop facile. Et on en arrive enfin à Keiji parce que c'est même pas le manga dans lequel enfin le manga que je voulais présenter, c'était Keiji et j'en ai parlé de 2 déjà, donc ça fait C'est beaucoup. très bien. T'as compris l'esprit entre potes. Non mais en général, vous parlez d'un seul manga et vous êtes détaillé à fond, c'est trop bien, mais là du coup, j'en ai fait 3. Mais c'est pas grave. Vas-y, Hem, fais ton truc. on a un manga qui s'appelle Keiji, donc qui est sorti qu'au Japon malheureusement, donc peut-être, voilà, c'est un cri d'alarme, je sais pas, après voilà, c'est un manga qui est Il y assez a eu des vieux. bruits de couloir. Il y a eu des bruits de couloir parce que c'est aussi un animé aussi qui est même passé Ouais, de mode parce que l'animé, il est sorti en 2007-2009, qui ouais, est plus 2007, ouais. tard que le manga. Ouais, Et 2007. disponible sur Netflix. Voilà, tout à fait. Et c'est un manga que je trouve aussi incroyable et qui, je pense, fait partie de mes mangas préférés, enfin surtout de l'animé, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu au-delà du premier tome, et surtout que c'est en japonais, et que bah, l'animé est très très bien. Je vous recommande Mmh. d'aller le voir. Mais tout simplement, donc c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Nobuyuki Fukumoto. Et à ma grande surprise, quand j'ai fait mes recherches, en fait, c'est un des mangas les plus vendus, en fait. OK. Il a le même, à peu près, pour vous donner une idée, le même nombre d'exemplaires que Frieren. Donc Ah 20 millions, ouais! à peu près. Déjà 20 millions pour Frieren, c'est super. Mais voilà, pour Kaiji, ça s'est plus étendu dans le temps, puisque Mmh. ça a quand même plus de 20 ans, hein, cette histoire. Et en fait, donc, on suit le personnage qui s'appelle Kaiji, donc Ito Kaiji, qui est un délinquant qui fait des petits larcins parce que il a besoin de vivre tout simplement. Il vit tout seul, voilà, dans un appartement. Vraiment le classique presque du hikikomori japonais, donc du Tanguy en fait, sauf que lui c'est juste par thune. Mmh. Il a pas de thune, voilà, il est très pauvre. Il vole des enjoliveurs parce que ça peut permettre de se vendre un peu. Enfin bref, c'est le total de la loose. Et je pense que ceux qui connaissent pas Keiji et qui aiment beaucoup Squid Game vont bien aimer le principe parce qu'en fait, Mmh. dans Keiji, après, on lui propose d'aller sur un bateau, sur une croisière pour gagner de l'argent. En fait, on lui promet de gagner un pactole. S'il s'en sort, il va gagner un pactole. Par contre, s'il ne s'en sort pas, il risque le travail forcé. Et Mmh. c'est là où on se dit, non mais déjà on a une dichotomie entre ce qu'est le personnage et ce qu'on attend du personnage. On se dit, bon vas-y, c'est un pauvre qui a jamais rien fait dans sa vie. On se dit voilà, c'est un random, c'est Mmh. quelqu'un qui très normal, très banal. Et ben pas du tout parce qu'en fait on apprend qu'en fait il est très fort en paris, en jeux de paris, etc. Et tout le manga va s'axer autour de jeux. Bon, il y en a qui sont OK. euh, qui sont différents. Par exemple, on a une sorte de parcours à 30 mètres du sol, qui est le OK. deuxième arc de Kaiji, qui est vraiment terre à terre, vraiment terre à terre, qui est juste, voilà, en gros, le monde est pourri, les humains sont pourris, etc. OK. D'accord. Voilà, où en gros, là, il faut essayer de survivre en étant avec les gens. Mais le premier Mmh. jeu de Kaiji, c'est en fait un pierre-feuille-ciseau avec des Ah. cartes. Je sais pas si tu en as entendu parler de ça. Du pierre-feuille-ciseau ou de Keiji? Du pierre-feuille-ciseau, du premier jeu, vraiment du premier apport d'entrée du manga. Alors, autant je connais l'animé de nom, enfin animé manga, Ah oui, d'accord. parce que il me semble que c'est aussi l'auteur de Karakuri Circus, si je me trompe pas. Je ne sais plus. Faudrait Je que sais je plus. regarde.
Alors, je sais qu'il était, c'est aussi l'auteur en fait d'un manga qui est très très connu, alors qui est plus connu au Japon, mais en fait qui est l'auteur de Akagi, qui est en D'accord. fait un manga de mahjong. Ok. Et en fait, il est connu essentiellement pour ça, l'auteur, c'est qu'il a fait deux gros mangas de mahjong Hmm. avec Ten et Akagi, qui est son préquel, le préquel qui se passe un peu dans les années 50-60, Ah. où on a pareil un jeune homme qui est, comment dire, qui est, euh, qui est aussi dans la pauvreté, Mhm. mais qui en même temps est très très fort au mahjong sans qu'il s'en doute lui-même. Enfin, D'accord, ok. Très bien. c'est un peu le même thème. Ok. Mais oui, je pense que tu as pensé à Catégorie Circuit parce que aussi c'est un manga graphiquement, ça peut en rebuter certains, Ouais. avec des têtes de profil qui peuvent être un petit peu différentes. Mais moi, je trouve que c'est très original et justement, c'est assez beau en vrai quand on s'y plonge vraiment. C'est une DA qui est très. Enfin, faut rentrer dedans, un peu à la Oui. Mob Psycho 100, Mm. mais. Enfin, les mangas de One, l'auteur de One Punch Man. Mais c'est intéressant. Je viens de vérifier, excusez-moi, non, c'est pas les mêmes auteurs. C'est pas grave. Alors, j'avais une question par rapport à ça. Toi qui, en plus des 10 000 projets que tu fais également des mangas, tu as écrit des one-shots, Ouais. si je m'abuse. Mm. Euh, cette, euh, Cet aspect gambling, est-ce que ça a été une inspiration pour ce que tu as pu faire? Est-ce que ça t'a permis d'identifier des éléments scénaristiques qui t'ont intéressé narrativement pour tes propres créations? Ce qui est génial avec la création, c'est qu'on se dit que tout est difficile à faire. Ok. C'est que ce qui est génial, c'est qu'on se dit ah ouais, ce manga que je critiquais, bah au final, j'aurais peut-être pas mieux fait de critiquer. Et le gambling, justement, en fait, quand on voit le niveau du pierre feuille ciseaux, bon, que je vais expliciter après, mais Ah quand oui, on voit pardon. ce niveau, non mais c'est pas grave, mais quand on voit le niveau en fait, on se dit c'est hyper dur, surtout que je pense qu'il n'y a pas plus difficile, ex aequo avec la création d'un univers complet, comme par exemple on peut voir dans Game of Thrones ou ce genre Mhm. de choses, il n'y a pas plus difficile que de créer un thriller psychologique. Ok. Parce qu'il faut que chaque chose, chaque action, chaque personnage soit dans les clous, sinon incohérence et ça peut flinguer tout le manga ou tout l'univers. Alors Ok. est-ce que je m'en suis inspiré euh, Je pense que c'est une question assez vaste parce que voilà, je fais des one shots, mais après je suis pas non plus, j'ai un travail à côté. Enfin, je suis pas Mhm. non plus un mangaka, voilà. Mais je pense que je m'en suis inspiré inconsciemment. Je pense qu'on Mhm. s'inspire beaucoup inconsciemment, mais après, quand il s'agit de mettre la main dans le cambouis, hein, comment dire ça, c'est plus délicat. Mais D'accord. c'est vraiment un manga qui est très très intéressant, justement avec le système de pierre-feuille ciseaux restreint, où en fait D'accord. vous avez je vais pas expliquer tout parce que c'est long, c'est compliqué, j'ai pas envie de prendre le temps de parole, tout Non, ça, mais mais t'inquiète, vas-y. en gros on a des participants en fait qui reçoivent 12 cartes. 12 cartes. Alors chaque carte, une carte peut représenter le caillou, une carte peut représenter la pierre, une carte peut représenter la feuille. Et en fait, ils parient des sommes en mettant une carte. Par exemple, ils se disent, ok, ils ont une somme sur un tableau, et ils se disent, ok, toi, je te parie 1 million, 1 million Mhm. d'yens. Je suis sûr de mon coup, je vais le faire, t'inquiète. Du coup, il gagne ou il perd, la pierre, l'autre met la feuille, Mhm. et il a perdu. Donc c'est l'autre qui a le pari. Sauf qu'en plus de ça, ils ont un temps imparti. C'est-à-dire que chaque dizaine de minutes, ou je sais plus trop, mais à chaque laps de temps, ils perdent des sous. Donc Ok. c'est pour ça Ah que ouais, ok. ils se pressent encore plus. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de triches. Parce que même s'il Mhm. y a des croupiers, il y a quand même des gens qui trichent, etc. Et voilà. Je vais pas tout expliquer, encore une fois, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous invite à regarder comment Kaiji s'en sort. C'est de la logique pure, en fait. On a du pari qui est donc du gambling, vraiment littéralement, où on a une chance de gagner, on se dit pourquoi pas, sauf qu'en fait, on voit assez rapidement que c'est de la poudre aux yeux,
en fait, parce que c'est tellement difficile de s'en sortir. Et à un moment, il y a des cartes qui sont épuisées, c'est-à-dire qu'il reste que Pierre, ou alors je sais plus quelle carte, mais il reste que 2 signes. Et donc c'est là où Kaiji va utiliser la réflexion pour s'en sortir, et j'ai pas d'autre mot que de dire que c'est brillant. Et donc c'est pour ça que je voulais vous présenter Kaiji, qui est quand même un manga qui a presque 30 ans, hein, dans 2 ans. Et Joyeux anniversaire. voilà, enfin, Ah, waouh, c'est ouais. c'est énorme. Et comment il s'en sort, c'est de la logique pure, c'est de la réflexion. Et après, après le jeu où j'ai dit qui est du parcours, qui est sympa, hein, vraiment très sympa, qui fait d'ailleurs penser à Squid Game. Ensuite, on a un autre jeu avec des cartes aussi, qui est très très intéressant. Et c'est pour ça que moi je conseille, parce que la logique n'a jamais été évidente pour moi qu'en vous regardant ou qu'en lisant Keiji. C'est quelque chose que je peux que vous recommander. Voilà. Et est-ce que par le futur, t'as retrouvé des œuvres similaires? Parce que forcément, quand tu me parles de gambling avec la logique des épreuves, etc., forcément, je pense à Gambling School. Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est au même niveau que Kaiji, mais est-ce que ouais, t'as d'autres mangas qui t'ont fait ressentir ce même frisson d'adrénaline que Kaiji? Les premiers tomes de Promise Neverland. D'accord. Il y a un petit peu ça, je trouve. Il y a pas, c'est pas du gambling pur, mais en fait, ce qui est intéressant dans Promise Neverland, c'est le fait que c'est des petits, c'est des enfants, et ils s'en sortent avec énormément de réflexion, en analysant tout, en utilisant de la logique, en fait. C'est de la logique, ah oui, mais si elle me retrouve là, c'est toujours la logique, c'est beaucoup de trucs de conditions, vous savez, c'est si voilà, si elle me retrouve là, je peux laisser du temps à un autre de prendre ma place et de courir plus loin. Enfin bref. Et j'ai retrouvé un peu ça. Malheureusement, Gambling School, j'ai pas regardé. On m'a dit que du bien, mais enfin, j'ai pas regardé ou j'ai pas lu. Je sais On pas va toi dire ce que que c'est un peu du manga popcorn. Aussi, ouais. Je pense pas que ça va. Pour avoir regardé la première saison, c'est intéressant. Il y a de la bonne mise en scène. Vu que c'est un manga ecchi, bon, il y a certains partis pris, pardon, où bon, en fonction de tes préférences, tu t'y retrouves ou pas. Oui. Mais effectivement, c'est sympa. Mais c'est drôle que tu parles de Promise Neverland, pardon. J'ai, à l'occasion de la sortie du premier tome de Luxe, j'ai enfin commencé la série. Oui. J'ai rattrapé mon devoir. Enfin, mes devoirs. Et c'est vrai que justement, ça adapte les 2 premiers tomes plus un bout du 3e, il me semble. Et effectivement, tu parles de la stratégie, c'est assez incroyable parce que la logique t'amène aussi à des dilemmes moraux. Bien évidemment, sans spoil, mais dans Promise Neverland, donc on suit l'histoire d'un groupe d'orphelins qui sont élevés dans une maison, et on va dire qu'une partie des enfants, à chaque fois, sont recueillis par des parents super, etc. Sauf que, drame, c'est pas du spoiler, on le découvre dès le tome 1, drame, en fait, cet orphelinat n'est pas en réalité un orphelinat comme les autres, puisque les 3 plus vieux enfants découvrent que, en fait, il s'agit d'une ferme d'humains pour nourrir des démons. Oui. Et parmi ces enfants, il y a l'élite de l'élite, et donc, comme tu l'as dit, ils sont capables à 11-12 ans d'établir des sortes de plans pour s'échapper le plus vite possible de cet orphelinat, alors même que leur propre tutrice, on va dire leur propre mère, c'est elle qui leur a appris tous les mécanismes de logique. Donc, en fait, même dans leur réflexion, dans comment sortir, comment réfléchir à ce qu'a pu penser notre mère, alors que c'est elle-même qui leur a appris à penser comme ça, il y a toute cette logique d'analyse, d'anticipation. D'anticipation. Waouh. Je
Je suis fatigué, Ça dis donc. arrive. Ouais, dis donc, je suis surpris. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que, à un certain moment, c'était ok, nous trois, on est capable de s'en aller, ce qui est de la logique pure, Mm. mais venez, on s'enfuit au prix du sacrifice de dizaines d'enfants. Et ce qui amène toute une dimension morale, toute une dimension humaine dans la logique de bah, est-ce que, est-ce que notre vie vaut autant, moins ou plus que celle d'enfants qui ne sont pas capables de survivre tout seuls. Bah, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu as dit aussi parce que tu as parlé de logique dans ce cas-là. Mm. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour créer de l'enjeu que cette logique cruelle, en fait. Mm. Cruelle sorte de chantage, de prise de position qui est assez décontenançante. Et c'est là où on se dit, c'est cruellement logique, mais en même temps, c'est logique. Enfin, ça pouvait pas se passer Mm. autrement. Voilà. Et c'est The Promised Neverland, en tout cas pour les premiers tomes, que j'aime beaucoup, quand ils sont dans l'orphelinat au début. Et puis, pour revenir à ta question précédente, même si en fait ça m'est venu quand tu as parlé de Ouais, Promised vas-y, ouais. Neverland, il y avait aussi, il y a un moment dans JoJo's Bizarre Adventure, Mm. Oui. qui est mon manga préféré. Heu, Très bon goût. hem et c'est mon manga préféré parce que enfin, il y a plutôt 2 moments, mais je vais axer que sur un parce que le deuxième serait trop long à expliquer. Mais c'est en gros, dans la partie 3, comme ça, il y a plus de gens qui connaissent aussi. Hem, il y a un, il y a une partie de poker entre l'ennemi et Jotaro qui est, le héros. Donc bon, Jojo Bizarre Adventure, Del Courtoncam, tout ça, tout ça. Beaucoup trop de tomes, une histoire trop compliquée à résumer. Enfin, Voilà, faut un faut un tableau narratif, faut, 20 ficelles et puis voilà quoi. des gens musclés qui s'affrontent sur 10 générations, voilà. Qui perdent de la masse au fur et à mesure des arcs, enfin bref. Exactement. Voilà, mais en gros, il y a un truc de poker, mais je l'ai pas vraiment mentionné plus tôt, alors que ça, c'est mon arc préféré, enfin littéralement. Mais c'est juste que il s'en sort, mais pas avec de la logique. Il s'en sort plutôt avec de l'intimidation. Mm. Mais quand même, il y a quand même une grosse partie de logique, dans le sens où, quand même, dans un shonen manga, il y a l'auteur qui s'est dit, donc Hiko Araki, qui s'est dit, ok, je vais mettre un petit truc de poker. Et bon, j'aurais bien voulu voir la réaction de l'éditeur au moment où il a dit ça, mais après, je pense qu'il s'y attendait aussi, donc pourquoi pas, Mm. voilà. Ça, c'est un autre exemple de logique que j'ai, mais ouais. Mais c'est drôle que tu parles d'intimidation, parce que, en fait, la logique, c'est d'un point de vue narratif, mais même quand on s'interroge par rapport à ça, la logique est au final un comportement assez peu humain, dans le sens Mm. où il y a souvent le dilemme entre passion et raison, là où la logique serait juste un acte réflexif, donc en lien avec la raison, où l'esprit parle, la passion, donc ce serait plus le cœur, et que ce Ouais. soit dans Promised Neverland, dans Jojo Bizarre Adventure, etc., c'est justement le côté humain qui va prendre le pas sur le côté consensueux, analytique, etc. Et Ouais. c'est assez intéressant dans... Alors là, tu vois, actuellement, pour parler de jeux vidéo, je joue là actuellement à Final Fantasy XVI, et Ouais. le méchant, alors très caricatural, hein, bien sûr, surtout que c'est RSE japonaise, donc c'est dire des mots extrêmement compliqués pour des choses qui au final n'ont pas de sens extrêmement profond, mais justement explique que c'est au moment où la raison aura pris totalement contrôle du corps du héros que celui-ci pourra devenir l'hôte, etc. Enfin bref, Ah oui. au final, ce qui fait l'homme, c'est finalement pas tant la logique, mais le fait qu'il soit toujours en, en, en opposition, ou en tout cas en décalage par rapport à de la logique pure. Mm. Un truc très robotique au final. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, en fait, Jojo's Bizarre Adventure, enfin, c'est absurde en même temps parce que aucun être humain ne se poserait des questions comme ça à un moment précis. C'est des monstres de logique des fois qui Bien sûr. défient même la mortalité quoi. Enfin c'est un moment dans la partie 5 juste pour donner un exemple, il y a Giorno qui se fait mordre
Giorno, Mmh. c'est le héros de la partie 5. Donc c'est divisé en 9 parties et dans la 5e partie, ça se passe en Italie. J'essaie de Ah recontextualiser non, mais tu totalement raison. et en gros, bah, le héros, il se fait mordre par un serpent et on se dit, «Ah mince et tout, il a rien quoi, enfin, Ouais. comment il va faire?» Alors je sais pas le héros, mais enfin bref, il y a quelqu'un qui se fait mordre, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a du poison Ouais. et là, en fait, au moment le héros, il se dit: «OK, en fait, je vais pour créer un serpent avec mon pouvoir», parce qu'il le peut, Mmh. «je vais, le couper en 2, utiliser son sang pour faire un antivenin». Voilà, Pourquoi c'est pas? Pourquoi pas? c'est pourquoi pas? Mais sur le moment, enfin, ils se font tous péter la gueule, enfin voilà, Ouais. Mmh. c'est des personnages qui sont aussi extrêmement logiques, mais Mmh. c'est aussi pour ça que c'est absurde et que, bah, Bah, c'est là où qu'on il aime se bien, quoi. rapproche, d'un caractère, divin, en fait, plus ou Voilà, moins. c'est ça, c'est ça. Alors bon, le temps file, on pourrait, parler, pendant des heures surtout de JoJo Bizarre Adventure. Ouais, Mais bah, je suis très content que tu aies parlé de Obata et de Oba. Ils ont écrit Death Note, mais oui. ils ont écrit un autre manga, qui parle, d'un univers, plus ancré dans le nôtre, si on peut dire. Si c'est français Oui. ce que je suis en train de dire, euh, ce manga, c'est Bakuman. Bakuman qui est sorti Bakuman, incroyable. incroyable, on est d'accord, Oui. qui est sorti début 2000, pareil dans le Jump, publié chez Kana en 20 tomes. Mmh. Et pourquoi j'ai envie de vous en parler? Eh bien parce que ce manga parle de l'histoire de deux adolescents qui ont pour envie de devenir le premier manga du Jump, ou en tout cas, ils veulent, si mes souvenirs sont bons, avoir un animé à leur nom avant Oui. leurs 18 ans. Mmh. Pourquoi je vous ai pris ce manga? Parce que j'ai envie de le mettre en parallèle avec une journée, pareil, qui se déroule Mmh. en janvier, qui est la journée de la lecture. Journée de la lecture qui, selon moi, est extrêmement importante parce que, bien évidemment, nous sommes un podcast qui parle manga et donc c'est très important, je pense, selon moi, de rappeler qu'avant tout, le manga est une passion. Parce que même si, Mmh. bon, forcément, on se pose plein de questions derrière et c'est passionnant, en fait, derrière tout ça, il y a ce plaisir du livre, ce plaisir du texte, de l'image, etc. Et on l'a mentionné également tout à l'heure, tu es mangaka, enfin, tu crées des mangas Amateur. qui sont... Ouais, mais Très amateur. mangaka, enfin, voilà, tu es créateur, disons-le, tu as Oh une là plume là! entre les mains. Oh là là, je suis juste venu pour me faire mousser, en fait. Mais avec grand plaisir. Mais, Bah, plaisir partagé. mais c'est vrai que la lecture en son fondement, c'est quelque chose d'assez simple. Et Mmh. je voulais parler de ce jour-là parce que de la même manière que dans Bakuman, j'aimerais voir avec toi quel a été le moment où tu as découvert, oui, tu as découvert ce plaisir de la lecture. Parce que très rapidement, pour mettre en contexte, Bakuman, l'histoire débute réellement avec un jeune homme qui dessine, mais qui n'a pas Mmh. réellement de goût pour la lecture. Il dessine comme ça. Son oncle était mangaka. Lui-même fait du manga en amateur, mais il n'a jamais fait du métier de son oncle son propre métier. Et le goût de la lecture, ou en tout cas son ancien goût de la lecture, est venu en même temps que la rencontre d'un de ses camarades de classe, qui lui va devenir le scénariste du duo, et ensemble ils vont décider de partager cet amour de la lecture, cet amour du manga, et pour en faire le manga numéro un. Et du coup, effectivement, toi, quel a été ton moment déclencheur, ton moment ouais, clé en tant que lecteur? Ah, c'est une question hyper vaste, hein. C'est une question hyper Ouais, vaste. ouais, c'est vrai, c'est compliqué. Parce que je pense que quand on commence la lecture, on lit, mais en même temps, on n'est pas hyper, on lit des Tom Tom et Nana ou des trucs comme ça, on n'est pas Mmh. vraiment hyper attiré par ça. On lit parce qu'on nous apprend, on nous dit: «Il faut que tu lises», parce qu'il faut, voilà, tu viens d'entrer en CP, il faut que tu lises un petit peu pour améliorer. Mais vraiment, moi, je pense,
Après, j'étais un énorme fan de BD. En tout cas, mon père, il m'avait montré tous les Gaston Lagaffe, Tintin, j'adorais. Tintin, vraiment, je pense que c'était quelque chose qui était fou pour un enfant. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, je pense que la question, peut-être au niveau du manga, parce que manga, pour moi, maintenant, c'est un amour fou. J'adore le manga. Euh, voilà, mais j'ai toujours été intéressé par la BD, moins les comics. Mhm. Les comics, je lis moins. Enfin, je trouve Ok. qu'il y a beaucoup d'itérations, c'est assez difficile à suivre, mais je peux que. C'est tout à fait louable, en fait, les gens qui lisent du comics. Mais en Merci. manga, en fait, bah non, c'est vraiment. Moi je suis vraiment. Les personnages. Enfin, les personnages. Les personnes qui lisent des comics. Ils peuvent te dire, ok, enfin, tu te souviens de Captain America dans cette itération Ouais, précise, etc. Après, là, je parle du comics de super-héros, bien mais sûr, non, mais j'entends. je trouve j'ai vraiment un immense respect pour ça. Et le manga, en fait, tout simplement, je l'ai découvert, alors, à part quelques mangas que mon frère avait, il avait Pluto, de... et oui, évidemment, Naoki Urasawa, adapté d'un arc de l'homme le plus fort, le robot le plus fort du monde de Osamu Tezuka. Voilà, bon, il y avait ce manga-là et tout, mais c'était, voilà, ces mangas, je lisais pas non plus ça, enfin, j'étais pas entendu. Et puis en fait, après est venu le CDI, Oh oui, le le temple. CDI au lycée, normalement au CDI, il y a quoi? Il y a des quotidiens, magazines, il y a des bon, c'est cool, mais voilà quoi. Et il y avait Death Note. Et, Ah, ok. et je me suis dit, c'est un peu violent quoi. Ouais. Il y avait Death Note, il y avait un ou deux tomes de One Piece, et c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à lire Death Note, mon premier manga vraiment. Et c'est tellement exotique. Enfin, quand t'as lu de la BD tout le temps dans ta vie, et quand tu découvres que tu dois dire de droite à gauche, Hmm, what? hmm, hmm. Et quand c'est en noir et blanc, et en même temps une noir et blanc qui est léchée, quoi, qui est faite pour le Oui. noir et blanc. Franchement, voilà, moi c'était vraiment mon moment de lecture. Je m'en souviendrai, je pense, le vieux CD avec le vieux fauteuil rouge. Voilà. Oh oui, avec l'odeur, j'imagine aussi des livres qui t'entourent. L'odeur d'un élève malodorant à côté. Voilà, ça J'entends ça arrive. aussi, j'entends, ouais. Et puis toi, t'as commencé avec quoi alors, si tu te souviens bien? Alors, c'est très drôle parce que, en fait, on va dire que je suis un peu un fourre-tout en termes de lecture. C'est-à-dire que, en fait, j'ai eu l'énorme chance d'avoir ma grand-mère qui m'a, on va dire, ouais, conforté à la lecture. Bref, Hmm. qui m'a introduit à la lecture, voilà. Oui. Dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire qu'elle me lisait des livres dès mes 2 ans, 3 ans. Et donc j'ai ce souvenir ancré de ma grand-mère qui me lisait des livres, ce qui fait que l'objet livre, je l'ai connu assez rapidement. Et en fait, sur la même période, un poil plus tard, mais à côté de ça, justement, mon oncle m'avait acheté une sorte hebdo magazine Spider-Man, où on pouvait construire une tour, c'était génial, bref. Mais du coup, j'ai toujours eu on va dire, ce fil rouge de lecture, c'est-à-dire que une fois que je m'arrêtais avec une autre personne me, me poussait à lire un autre support. Donc en fait, j'ai un peu Ah, touché à tout d'accord. sur mes premières années. Du Hmm. coup, j'ai eu, on va dire, un simulacre de light novel avec la bibliothèque verte, les 39 clés, si tu connais, Ah ou oui, la oui, ça me cabane dit quelque magique. chose. Oui. Voilà, ce genre de roman, c'est-à-dire, t'avais des romans, puis la petite image qui était la récompense. Donc ça a été mon premier format de lecture. Ensuite, donc j'ai eu ces comics. Donc j'ai découvert le monde des comics et plus particulièrement Spider-Man. Donc bon, t'imagines bien qu'aujourd'hui, c'est devenu mon roi, mon temple, ce que tu veux, mon Oui. dieu. Je pourrais en parler des heures. Mais à savoir que ouais, durant cette période primaire, du coup, je n'aimais pas les mangas, puisque c'était trop différent, bah, comme tu dis, Voilà. de Ouais, droite à c'est ça. gauche. C'est marrant parce que je pense qu'on a eu un petit peu tous le même rapport. Ah, c'est trop différent. Mm, En plus, surtout surtout quand on était écolier ou quoi, on voulait pas être trop différent de la masse. Donc en fait, on se totalement. taisait et on jouait au foot, quoi. Et puis, c'était aussi une période post ras-le-bol des bébés zappeurs.
le bouquin de Ségolène Royal qui avait décrié Oui. toute la culture Tout manga. à fait. Donc, je pense qu'on a plus ou moins le même âge, on est début vingtaine. Donc, on est sur cette période. T'es fou, sur France 3, Ludo, etc., où il y avait des animés japonais, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et donc, on était plus adapté à la culture américaine. Donc, Oui. lire un petit livre de droite à gauche en noir et blanc, le choc culturel est hyper important. Et comme toi, je lisais du Schtroumpf, du Tintin, du Gaston Lagaffe. Bref, c'était pas la culture. Et Oui. grâce à mon ami Mathieu, j'ai pu découvrir One Piece. Et quelle erreur, puisque à l'époque, il y avait 73 tomes, et je me suis dit, mon objectif, c'est de tout lire en un an. Objectif que j'ai réussi à tenir à mes dépens. Mais donc, avec ça, Tu il y a m'étonnes. les sacrifices étaient terribles. Mais c'est avec ça que, effectivement, j'ai découvert ce plaisir de la lecture. C'est-à-dire que de ma grand-mère jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a une sorte de continuité qui s'est fait. Et donc, c'est une sorte de... Là où d'autres font du sport, bon, moi, c'était les bouquins. Et en fait, si je voulais parler de Bakuman au départ, parce que eux, c'est l'aspect création, en fait, je trouve que la finalité de mon parcours de lecteur, c'est retrouvé avec un manga en particulier. Alors, c'est pas un manga qui est marquant par sa qualité narrative, par l'impact qu'il a eu sur l'industrie, mais c'est juste qu'il m'a permis d'avoir un déclic dans mon aspérité professionnelle, puisque ce manga, c'est Hitman, les coulisses du manga, de Koji Seo, publié chez Pika Édition en 13 tomes. Il me semble que c'est en Arrêtcom, mais les tomes sont facilement trouvables. D'accord. Et en fait, il faut envisager ça comme le Bakuman numéro 2, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que dans Bakuman, peut-être que tu le sais, on découvre l'histoire à travers les créateurs, les mangaka. On a tout l'aspect technique, comment on produit un manga, comment on le dessine, etc. Et on a un peu l'aspect éditorial, mais pas réellement. Là où dans Hitman, en fait, on suit le point de vue d'un jeune éditeur. Et donc, en fait, en lisant ce manga, en fait, j'ai eu un déclic en disant waouh, en fait, ce qui fait lui à travers ce manga, sa passion pour la lecture, en fait, il le transmet à travers son job qui est celui d'assistant éditorial. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, ça m'a poussé à devenir ça. J'essaie de devenir assistant édito, mais c'est une autre question. Mais donc en fait, ce qui est hyper intéressant avec l'histoire, c'est que Kenzaki, le héros de l'histoire, va rentrer dans le Shonen Magazine, qui est un hebdomadaire ultra connu dans le monde de l'édition. Il a publié l'Attaque des Titans. Il me semble qu'il a publié du coup les autres de Koji Seo. Il me semble qu'il y a du Blue Lock. Enfin bref, c'est la Kodansha. D'accord. En fait, ce qui est hyper intéressant avec ce manga, c'est que tu suis le parcours d'un lecteur. Parce que oui, c'est un éditeur, mais en fait, l'éditeur, c'est juste un lecteur qui est critique par rapport à une œuvre qui n'est pas encore publiée. Tu vois, quand on parle sur Entrepods, ou même dans ton podcast Patio, disponible sur toutes les bonnes ondes, en fait, on est là à critiquer positivement, négativement un manga. Et au final, Hitman, c'est la même chose. C'est comprendre qu'est-ce qu'on peut identifier en tant que lecteur pour avoir un regard plus poussé, en fait, sur une œuvre qu'on apprécie. Donc, je ne peux que vous conseiller ce manga qui est excellent et qui peut vous introduire à l'univers de Koji Seo, qui est aussi très intéressant, qu'on se le dise sincèrement. Ouais, pour la lecture, vu que c'est une lecture, etc., ce que je trouve intéressant aussi dans ce genre de projet, c'est le côté mise en abîme. J'aime beaucoup les mangas qui parlent de mangas déjà eux-mêmes. Alors ça peut être à petite échelle, dans Jojo's Bizarre Adventure, on a un personnage qui est mangaka, donc ça peut permettre des gags, voilà, une mise en corrélation avec l'auteur. On a Bakuman que j'ai adoré, j'ai lu l'année dernière, j'ai lu les 20 tomes, donc c'était super. Félicitations.
20 tomes en un an, bien joué, parce que franchement, très bien. Bah, c'était vraiment un objectif d'avoir tous les tomes français et de les lire quoi, au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un plaisir. En plus, la traduction est superbe. Rien à dire. Voilà. Et bon, je connaissais pas du coup le manga que tu as mentionné, mais j'aime bien vraiment ces look back aussi un petit peu. Oui, totalement. Voilà, Billy Bat de Naoki Urasawa, où en fait ça parle de manga, enfin de Mhm. BD, de comics aussi, mais voilà, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment super cool. Ça permet d'avoir un regard un petit peu extérieur, je sais pas trop Mhm. comment dire, c'est un peu marrant. Dans la diégèse, hors de la diégèse, totalement. Voilà, intra-extra-dégétique. Oh là là. Bienvenue sur Anthropods. C'est moi. Non, mais c'est vrai que tu le dis, bah, tu parles de Billy Bat. En plus, il y a cette question de la durée. C'est-à-dire que, enfin, t'es pas lecteur sur un temps défini. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais tu parles de la lecture dans les œuvres d'Urasawa, dans 20th Century Boys aussi. On a des mangaka. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, qui sont des hommages à Osamu Tezuka et toute sa bande, Oui. mais où carrément la lecture est vue comme un outil de révolte en fait. Bah, C'est Shitano Joe, c'était le premier manga qui a vraiment qui a créé une révolte là-dedans. Et là, on s'est dit, ah ouais, la puissance du monde culturel Mm. est quand même phénoménale parce qu'une œuvre, ça peut permettre c'est pas seulement pour rêver et s'évader, c'est aussi pour réfléchir en fait, avoir la Totalement. réflexion. Et c'est pour ça que le manga a beaucoup évolué. Il y a eu tellement de genres et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, quoi, simplement. Bah, totalement. Je pense au Gekiga dans les années 70. On est clairement dans cette idée-là, c'est-à-dire avoir un regard beaucoup plus dur sur la réalité. Et au final, bah, la lecture, c'est aussi un reflet de notre propre évolution. Nos goûts Tout à fait. sont, enfin, faut les voir d'un point de vue critique en fait. Mais même là, on parlait de Bakuman. En fait, ce qui est marrant dans Bakuman, c'est que, sans rentrer trop dans les détails, Death Note, la deuxième partie de Death Note a été pour les auteurs assez navrante parce que Ouais. eux, ils voulaient pas continuer et le Weekly, donc le Weekly Shonen Jump, la maison d'édition, le forçait à continuer encore pendant 1 ou 2 ans, il me semble, pour que Light voilà, je ne dis pas plus. Pour que Light. Pour point. que Light, 3 petits points. Enfin, Vous avez 2 heures. voilà, bon, il y a eu une suite qui Ouais. n'était pas voulue. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de Bakuman, ils en reparlent, ils reviennent là-dessus. Mm. Et c'est un peu fun de voir dans les écrits un peu autobiographiques, de voir un auteur ou des auteurs revenir sur ce qu'ils ont fait avant. Ça, c'est marrant. Et tu parles des lecteurs, mais c'est drôle aussi de voir à quel point, d'une pratique assez individuelle, on peut vraiment se sentir investi dans une œuvre. Parce que, bah, effectivement, pour continuer sur Death Note, qui au final aura bien ponctué notre épisode, Oui, c'est, au final, ouais. c'est génial, mais c'est super. Mais justement, voir que, bah, en fait, le lecteur aussi peut avoir un rôle très fonctionnel, c'est-à-dire que c'est aussi le client, c'est la demande. Et donc, est-ce que ta position en tant que lecteur, c'est une position de je suis là pour consommer ce que j'aime, dans le sens je demande quelque chose et j'obtiens un résultat, c'est-à-dire la Oui. partie 2 de Death Note, ou même je pense à l'attaque des Titans, toute la fin de SNK était due au fait que bah, les éditeurs disaient que la demande était très importante, donc tu continues ton, ton manga, ou est-ce que le lecteur, c'est au contraire découvrir des œuvres et donc être passif dans le sens je vais découvrir sans savoir ce qui m'attend réellement face à ça. Donc est-ce que notre position de lecteur, c'est un rôle fonctionnel, un rôle économique, on va dire, ou est-ce que c'est un rôle symbolique d'aventurier au final, ou d'aventurière? Après, ouais, je me souviens que dans un livre, il y avait Osamu Tezuka qui disait que il y avait 2 démarches. Il y avait la démarche déductive, ça veut dire qu'on part du début pour découvrir la fin, pour déduire la fin, et il y avait la démarche inductive. Donc on part de la fin et on crée, on souhaite arriver au début. Bah, c'est un peu ça, je pense aussi pour les lecteurs, c'est que on a découvert un manga qui nous a marqué, on a envie de découvrir
de découvrir la suite. Après, si on est déçu, ça change rien en vrai, parce que même si on a un manga qu'on apprécie particulièrement, et puis qu'après il devient moins bien, je ne vais pas citer quelques noms, dont un nom qui a été déjà cité dans cet épisode, mais voilà, je ne t'en dis pas plus. Mais tout simplement que je pense qu'il y a aussi ouais, comme tu dis, le côté symbolique de se dire les mangas, même si même si c'est juste des produits culturels qui sont même des fois très marketés, ça a quand même un impact dans notre vie à nous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à chercher des pépites, beaucoup de gens qui s'investissent dans la découverte de mangas. Pour préparer la journée du merci, j'étais tombé sur quelques mangas qui s'appelaient tout simplement Aligato. Donc merci, tu vois. Donc il y avait un one-shot qui faisait 16 pages, et puis il y avait un manga des années 90 qui faisait des tomes et des tomes, quoi. Donc toujours, tant que les gens continuent à découvrir et qui sont surpris, moi, je pense que les deux démarches intuitives, déductives sont possibles. On peut commencer d'un début très sommaire qu'on nous présente. Ah oui, lis Naruto, tu vas voir. Et puis si t'accroches pas à Naruto, tu peux aller lire quelque chose d'autre. Tu peux découvrir des univers de shoujo. Tu peux dire le shoujo j'aime bien en vrai. Tu découvres plus de shoujo. T'aimes pas Berserk, bon bah tu te dis bon peut-être les histoires un peu sanglantes, c'est peut-être pas trop ma came. Voilà, on cherche, on tâte, et puis il faut savoir aussi, et ça je précise quand même, parce que je pense qu'on va bientôt conclure l'épisode, vu qu'on arrive plutôt vers la fin. Bien vu. Mais je pense que j'ai un message à faire passer, c'est que sur Twitter ou même sur les réseaux sociaux, on parle trop du fait d'avoir un avis objectif. Et je sais que je pense qu'il y en a beaucoup qui aussi utilisent ce terme pour essayer d'être le plus factuel possible. Mais il faut se dire que un avis est forcément subjectif. Sinon, c'est un avis de chaise, en fait. C'est que quand vous... bah oui, c'est ça. C'est que quand vous consommez un produit, quand vous consommez quelque chose, forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes goûts que quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas eu le même passif, il n'a pas eu la même chose. Tout est inconscient, je pense, dans votre approche du manga. Et si vous avez découvert des mangas dans un ordre donné, vous n'allez pas forcément avoir le même aperçu, enfin la même vision que quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une discussion avec quelqu'un qui n'aimait pas la série The Office, une série qui est humoristique. Voilà, je pars plus dans les séries, mais qui aimait pas du tout parce que elle me disait oui, mais le côté humoristique cringe, parce que c'est une série qui se base énormément sur le cringe, ça me plaît pas. J'ai fait ok, très bien. C'est que cette personne aime beaucoup plus un type d'humour donné qu'elle a découvert dans un autre médium, ou qu'elle a même en série même, donc ce moment-là, ou même par exemple dans son expérience personnelle, par exemple au travail, il y a énormément de scènes de malaise qu'elle veut éviter, donc elle n'a pas envie de s'infliger ça s'infliger ça chez elle. Donc ouais, voilà, c'est très complexe, mais je voulais juste rappeler que un avis c'est subjectif, c'est jamais objectif, on n'est jamais factuel. Bah magnifique. Et donc, si j'ai bien compris, ce qu'on peut retenir, c'est que au final, ce n'est pas le trésor qui est important, mais c'est l'aventure qui a marqué toute notre évolution. Si j'ai bien compris. Ah, c'est ça. Magnifique. on va le dire ça comme ça, parce que même moi, des fois, je savais plus trop où j'allais, mais au moins, j'espère que le message est passé. Voilà. Bon, écoute, si le message est bien passé, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à réagir à notre épisode. Et puis, je crois que c'est une merveilleuse manière de conclure cet épisode. Merci énormément, Faya. Merci à toi. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur une quelconque plateforme ? Alors, en ce moment, je suis beaucoup plus sur mon Instagram. Ouais. Qui s'appelle Fayabula, donc F-A-Y-A-B-U-R-A, parce que j'ai abandonné un peu Patio, parce que j'essaye de trouver un concept un peu plus cool, où là je fais plus, on lit un livre, et puis après on en dit direct ce qu'on en pense, donc j'aimerais bien faire plus côté direct, mais voilà, c'est en stand-by parce que j'ai énormément de choses à faire dans ma vie personnelle, mais sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram, je dessine, donc vous pouvez y aller comme vous souhaitez. Génial, merci beaucoup. Merci énormément d'avoir participé à cet épisode. Ça a été un plaisir immense de discuter avec toi durant cette heure et demie. Et on aura l'occasion de
de se revoir, je crois même. Ouais. Tout avec plaisir. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime beaucoup aussi l'émission. Vraiment, elle a évolué et en même temps, elle est restée aussi un petit peu fidèle à elle-même. On parle pas mal de manga et surtout on garde l'aspect réflexion. Donc ouais, merci beaucoup et puis merci beaucoup de l'invitation et merci beaucoup de nous offrir entre pods, voilà, plus de courage que moi pour les podcasts. Bah, merci beaucoup. Et non, mais sache que aussi Patio, pour en être un auditeur assez récurrent, c'est toujours un plaisir. Et merci énormément de ton soutien. J'en profite, merci également aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous n'importe quelle plateforme d'écoute. N'hésitez pas à mettre une note sur les plateformes, quelles qu'elles soient, parce que ça aide au référencement et c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Parce que Faya aussi, tu nous fais à chaque fois des retours et c'est toujours un plaisir. Donc non, franchement, merci énormément à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 7 et qui aussi sera l'occasion de célébrer les 1 an d'Entrepodz. Que d'aventures passées. Merci. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à toutes et à tous. Merci énormément Faya. Pas de souci. Et passez une excellente fin de journée. Salut tout le monde. Et tchuss. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.